Victoire dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire lui appartient. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis la servante Déborah Combo. Je me tiens sur la plateforme intitulée La maison du témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, donc ce soir, je vais livrer mon deuxième témoignage dont le thème est « Jésus-Christ m'a ressuscité de la mort et m'a libéré de 4 années de captivité sur la cocaïne ». Voilà, donc pour commencer, le diable a utilisé 2 éléments pour me conduire sur le chemin de la drogue dans le but de me détruire. Ces éléments étaient le divorce de mes parents et une vie festive. Voilà, donc mes parents divorcés, j'avais 7 ans. Lorsque le socle familial sur lequel je m'appuyais s'est effondré, j'étais personnellement... j'étais vraiment perturbée parce qu'il représentait ma sécurité, mon bonheur, ma joie. Et voilà, donc j'étais vraiment très affectée. Par la suite, mon père va accéder à des fonctions de haut fonctionnaire de l'État et à ce moment, il va mettre autour de nous un environnement joyeux, festif. Et voilà, c'est-à-dire que de janvier à décembre, en dehors des anniversaires, il nous autorisait à faire des booms, à inviter nos copains et nos copines. Et voilà, on dansait, on mangeait jusqu'au petit matin. Voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc en 1985, j'arrive à Paris pour continuer mes études. Et je vais atterrir dans une pension chez les bonnes sœurs à Gauchard, dans l'Aisne, à côté de Beauvais. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à déprimer. J'avais le mal du pays. Ma maman me manquait terriblement. Et puis voilà, j'étais surtout hantée par ce divorce. Voilà, donc j'ai envoyé des signaux à mon père, mais il ne les avait pas captés à l'époque. Et donc, désespérée, j'ai fait une tentative de suicide. À l'issue de cette tentative, papa me fait venir à Brazzaville. Et lui et moi, on va beaucoup s'entretenir. Et à l'issue de ces entretiens, il va décider de changer mon environnement. Voilà. Donc, je reviens à Paris. De Gauchard, je me retrouve dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà. Et donc, changement total, nouvelle vie. Il va y avoir 3 éléments qui vont jouer un rôle majeur. L'appartement, la banque et l'école. Voilà, donc l'appartement se situe rue de Grenelle, qui est une rue où il n'y a quasiment que des ministères, avec la police qui fait la ronde toutes les 5 minutes. J'ai un duplex à l'intérieur du ministère de l'Industrie, voilà, avec des murs, un portail noir très 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 haut. Voilà, donc je suis au métro Varennes et je suis à 2 minutes des Invalides à pied et à 10 minutes des Champs-Élysées. Voilà pour l'appartement. Ensuite la banque. La banque se situe avenue Georges V à 2 pas des Champs-Élysées. Et le banquier a entre autres la mission de payer mon école, de payer la location de mon appartement, de me donner de l'argent de poche, un budget alimentaire, un budget vestimentaire et de payer l'école. Voilà. Ensuite l'école, c'est une école qui se trouve derrière l'avenue des Champs-Élysées, métro Saint-Philippe-du-Rouille, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est une école qui appartient à la famille de Monaco. Voilà, donc il y avait tout le strass qui est derrière la famille de Monaco, c'est-à-dire que tenue BCBG exigée, voilà. On avait pas mal de privilèges, on faisait des stages sur les plateaux avec Michel Drucker ou au Festival de Cannes, voilà, et autres. L'école, à l'école, il n'y avait que des filles à papa, la plupart, voilà.
Et donc, je me liais d'amitié avec une jolie métisse franco-camerounaise avec laquelle j'ai beaucoup de similitudes, qui répond au prénom de Nathalie. Je ne dirai pas son nom pour ne pas la gêner. Et donc, Nathalie et moi, on va beaucoup faire la fête. On va être très, très, très proches. Voilà, on est toutes les deux issues de familles, des parents divorcés. On est toutes les deux, on a toutes les deux le confort matériel, l'argent facile. On a toutes les deux ce besoin, enfin ce sentiment d'être rejeté, mais tout en étant dans une bulle dorée. Voilà. Il va falloir vivre avec. Hein, et voilà, donc tout ça, ça fait qu'on se rapproche bien. Et donc le premier jour, Nathalie m'invite chez elle et me dit, écoute, tu vas arriver, ben, tu vas sonner à gauche, mais t'inquiète pas, je t'ouvrirai à droite. Ok, elle fait sa petite bourge. Ok, j'arrive, donc je rentre, je sors de l'ascenseur, je m'aperçois que sur le palier, il n'y a que 2 portes. Ok, je sonne à gauche, et puis elle m'ouvre à droite. Et donc quand j'entre chez elle, je m'aperçois qu'elle a tout le 6e étage à elle. Elle avait 16 ans comme moi. Voilà. Et puis voilà, au fur et à mesure, je vais apprendre que son père est propriétaire du bâtiment, le 92 dans lequel elle habitait, le 93 et le 94. Voilà. Pour montrer un peu, pour situer un peu le confort matériel dans lequel Nathalie était. Donc par la suite, on aime faire les boutiques, surtout les week-ends. Pour préparer nos sorties en discothèque. Et voilà, donc de discothèque en discothèque, on va faire des belles rencontres, mais aussi des mauvaises. Et je vais me retrouver avec 2 bandes en fait. Il y a la bande du côté de Nathalie. Parfois, j'ai pas trop envie de sortir avec tous ces bourges là. Et parce qu'il y avait quand même l'esprit très bourgeois. Et puis bon, je monte dans les boîtes de nuit, je m'étais fait une bande de filles black, des jolies filles, très 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 sympas, mais qui étaient fauchées. Voilà, donc je les invitais, je mettais l'argent en avant, hein, voilà, parce que je ne voulais pas être seule. Il n'était pas question pour moi de déprimer, il n'était pas question pour moi de faire une deuxième rechute, faire une deuxième tentative de suicide. Donc il fallait vraiment que le week-end, je sois dans un esprit festif. Et donc je les invitais à la maison, voilà. Donc certaines prétextaient qu'elles avaient oublié leur robe, donc je leur donnais accès à ma garde-robe. Je savais très bien, bon, je le voyais, hein, au fur et à mesure que je les fréquentais, qu'elles ne revenaient pas. Donc, mais je fermais les yeux. Je fermais les yeux là-dessus. Le plus important pour moi, c'est que je ne sois pas seule. Et donc, je payais les taxis aller-retour, je payais les bouteilles en boîte de nuit, j'offrais le petit déjeuner au petit matin, croissant, jus d'orange, voilà. Et voilà, rien que pour ça, j'étais la bonne copine à suivre pour les bons plans le week-end. Et voilà, elles étaient satisfaites, j'étais satisfaite, voilà. Donc, ensuite, du côté de Nathalie, on va faire des mauvaises rencontres et on va tomber dans la cocaïne. Voilà, on va rencontrer une certaine élite, une certaine bande de potes qui se tournent qui tournent dans le 8e arrondissement, le 16e, dans Neuilly. Et voilà, et ça va être nos copains de bringue. Hein, et c'est avec eux que la cocaïne va être proposée. On n'en a jamais acheté. Hein. À chaque fois qu'on les voyait, ils en avaient tellement. Donc, on n'avait pas besoin d'en acheter en fait. Et voilà. Et donc, on est tombé dans l'engrenage. Et donc, l'engrenage, l'accoutumance, c'est petit à petit. Voilà. Et on avait là pour habitude de 22h à minuit, on était au restaurant. De minuit à 6h du matin, on faisait la tournée de moins 3-4 boîtes de nuit. Et on avait tellement sniffé toute la nuit. Parfois, en boîte de nuit, on s'échappait dans les toilettes avec un billet de 500 francs enroulé pour sniffer les rails de coke. Voilà, c'était le terme, hein, les rails de coke. Et donc, voilà. Et puis, on n'avait pas envie d'aller se coucher à partir de 6h du matin. Voilà, parce qu'on était excités. Et puis, à part la cocaïne, il y avait les extasies, et voilà, agrémentés de champagne. Et donc, voilà, du coup, à 6h du matin, on faisait les afters. Les afters, ce sont des boîtes de nuit qui ouvrent à partir de 6h du matin, lorsque les autres ferment à 6h du matin. Et il y avait deux afters qu'on faisait, 2 boîtes de nuit particulières, dont je tairai les noms. Je ne suis pas là pour faire leur promotion. Donc, il y avait une boîte de nuit
qui était fréquentée que par des homosexuels. Hein, et donc, les homosexuels aiment la compagnie des femmes, hein, puisqu'ils se prennent pour des femmes. Et donc, enfin, voilà. Et donc, on était traités comme des princesses. Et puis, la deuxième boîte, c'était une boîte où il y avait quand même une certaine élite à l'époque. On rencontrait des mannequins qui tournaient au niveau mondial, on rencontrait des hommes d'affaires connus, on rencontrait des fils et des filles à papa dont les parents étaient acteurs de cinéma connus et reconnus. Et voilà, on sortait de là, il était 15 heures de l'après-midi. Les gens étaient au boulot et nous on allait se coucher. Et puis voilà, une fois qu'on allait se coucher, rebelote, 22h on commençait à s'apprêter pour une future tournée, voilà, de samedi à dimanche. Et puis parfois de dimanche à lundi aussi. Et donc du coup, on ratait l'école. Et pour ma part, j'ai dû redoubler la deuxième année. Papa était furieux, hein, mais bon, à l'époque, je l'en voulais terriblement en fait. J'avais beaucoup de colère dans mon cœur. Je n'acceptais pas qu'il m'ait livré comme ça. Il aurait pu mettre ma maman auprès de moi. Enfin, il aurait pu euh, ne pas permettre que je sois toute seule, même si j'étais dans une cage dorée, hein, et que vraiment financièrement je ne manquais de rien. Mais voilà, donc j'avais de la colère dans mon cœur vis-à-vis de lui. Et donc, quand j'ai redoublé, ben, dans mon cœur, c'était un peu, ben, écoute, tu vas casquer, hein, de toute façon, c'est ta faute, hein, voilà. C'est comme ça que je gérais ça dans mon cœur. Je ne connaissais pas le Seigneur, voilà. Et, euh, et donc, à savoir que l'école lui coûtait quand même cher, hein, 250 000 francs à l'époque, sans oublier l'appartement, la garde-robe, voilà, et tout le tralala qu'il y avait autour, mon argent de poche, voilà. Euh, donc, la troisième année, je vais quand même avoir mon diplôme. Voilà, manque de bol pour lui. Je n'ai plus envie de faire le métier pour lequel j'ai été formée pendant 3 ans. Donc, tout cet investissement était tombé dans l'eau. Voilà, je n'avais plus envie. Et j'avais fréquenté une certaine élite, et voilà, donc j'étais devenue très ambitieuse. Et voilà, je voulais aller plus loin. Je voulais aller à l'université. Voilà, je voulais pousser mes études plus loin, et donc, mais j'avais pas de bac, et donc il m'a proposé d'aller à Bucarest, à rejoindre mon frère pour passer mon bac en candidat libre. À savoir qu'à l'époque, la Roumanie avait des relations diplomatiques avec le Congo. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, ces deux pays faisaient partie du globe de l'URSS, des pays communistes. Hein, voilà, donc il y avait des, des conventions. Du coup, ok, je lui dis, mais écoute, à l'époque, il se passait de drôles de choses en Roumanie, hein, on entendait parler de Ceausescu qui faisait des sévices sur son peuple. Et donc, je lui dis, écoute, ok, je vais y aller pendant 2 semaines, regarder, je reviens, et puis je prends ma décision. Ok, donc il n'avait pas le choix. Il m'a mis un certain budget à ma disposition, donc je suis allée à Bucarest, hein, avec mon frère, on a fait la fête. Mon frère avait 2 ans, mon frère a 2 ans de plus que moi, donc du coup, on avait les mêmes amis, on faisait la fête. Et puis surtout que ce qui était intéressant, c'est des francs convertis, une fois convertis en dollars, et les dollars vis-à-vis du lei, la monnaie roumaine, qui était quasiment insignifiante, on avait un grand pouvoir d'achat. Et donc, ce côté-là m'intéressait, il était intéressant. Et puis surtout, il y avait l'ambassade qui avait un regard sur ce que je faisais. J'avais un passeport diplomatique et je m'alimentais dans les boutiques diplomatiques. Voilà, ce qui permettait voilà, de ne pas changer trop mes habitudes parisiennes. Donc, je vais 2 semaines, je reviens, ok, je prends la décision, d'accord, je vais aller passer ce bac à Bucarest. Et donc, à ce moment-là, je reviens à Bucarest et voilà, donc j'apprends le roumain au quotidien, dans la vie de tous les jours. Hein. Et puis je vais rencontrer un compatriote qui se drogue, hein, à qui je vais donner une certaine somme pour me procurer de la drogue, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le milieu roumain de la drogue, ça m'intéresse pas. J'ai surtout une image à préserver en fait, c'est surtout pour ça. Voilà, donc je fais attention à mes fréquentations. Euh, donc, et puis un jour, ce compatriote m'invite et il me dit, écoute, voilà, il y a une soirée avec des potes,
j'aimerais t'inviter. Je m'attendais à ce que ce soit une soirée où on allait sniffer, boire un peu de champagne, enfin voilà quoi. Je me retrouve dans une chambre d'étudiants et puis je vois, il y a 4, 5 personnes qui sont là. Et puis je vois à ma droite un étudiant qui se pique. Waouh! Il s'injectait la cocaïne dans les veines. Et à savoir qu'il y a des choses que je m'interdisais de faire à cette époque. C'était me piquer, consommer du crack, consommer de l'héroïne. Voilà, ça j'avais mis un sens interdit à ça. C'était pas possible. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Et déjà qu'en plus, à la base, j'ai peur, je n'aime pas les piqûres. Oula, quand il faut aller faire une prise de sang, c'est vraiment malgré moi. Donc, quand j'ai vu ça, et surtout qu'en plus, une fois qu'il se piquait, il donnait à celui qui était à côté de lui. Et donc, je voyais la seringue qui venait de mon côté, et puis, fou là là, je me suis levée, j'ai rasé les murs, et je me suis sauvée. Et puis, par la suite, j'ai restreint mes relations avec ce compatriote. Voilà. Et 2 semaines après, c'était les vacances. Donc, je suis rentrée à Paris, comme j'avais négocié avec le vieux, pour me ravitailler. Hein, parce que la Roumanie ne produisait que ce qu'elle, ne consommait que ce qu'elle produisait. Donc, vraiment, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à Bucarest. Et donc, je suis revenue à Paris et voilà, donc j'ai besoin de faire la fête. J'ai retrouvé mes potes de bringue chez Nathalie. C'était le point de rencontre. Et voilà, donc on a fait la fête. Et puis la dernière semaine, le dernier week-end, ils m'ont invité dans une villa qui se trouvait dans la Marne-la-Vallée. Donc une grande villa avec piscine, terrain de tennis. Au salon, il y avait une grande table en vitre avec plein de cocaïne. Des billets Pascal enroulés pour sniffer. Il y en avait vraiment à gogo. Dans la cuisine, il y avait le grand frigo américain avec le caviar, le saumon, tout type de vin, les champagnes. Celui qui voulait boire, buvait. Celui qui voulait manger, mangeait. Celui qui voulait sniffer, sniffait. Celui qui voulait nager, nageait. Il y avait toute activité. Voilà. Toutes les activités étaient là. Et voilà, toute la soirée, j'ai sniffé, j'ai bu, j'ai mangé, je me suis baignée, j'ai sniffé, j'ai bu. Et le matin, j'étais bien sonnée, hein. Mais je me suis quand même souvenu que j'avais un vol à prendre à Bucarest et qu'il fallait que je reparte. Donc je me suis faufilée dans la salle de bain et puis là, pour me refaire une beauté. Et là, s'est passé un truc, c'est que j'ai fait une chute que je n'ai pas vu venir. Et je me suis retrouvée, en fait, ma tête a cogné le bord de la baignoire. Hein, et je me suis retrouvée par terre. Voilà, j'étais morte. J'étais morte parce que je me suis vue sortir, quitter mon corps. C'est là que j'ai compris plus tard que le corps est une enveloppe. Que le vrai moi, je suis un esprit qui habite dans une enveloppe. Et donc je me suis vue sortir de mon corps. J'ai vu mon corps en bas. Voilà, je dormais et je montais. J'ai juste eu une pensée envers les parents. J'ai dit avec beaucoup de regrets, papa, maman, j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Et puis je montais. Je voyais mon corps allongé en bas. Voilà. Et puis je montais. À un moment, j'ai entendu une voix d'autorité, mais avec une telle autorité, qui m'a dit, repars, ton temps n'est pas encore accompli. Waouh! Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à redescendre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis rentrée dans mon corps. J'ai ouvert les yeux. J'essaie de réfléchir. Je pensais à ce que je venais de vivre. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu une voix me dire, fuis ce milieu, quitte ce milieu, parce que c'est la mort qui t'attend. C'était tellement fort que les envies m'avaient quitté en même temps, quoi, parce que à partir de là, c'était terminé. Hein. Effectivement, je me suis relevée, je me suis refait une beauté, j'ai appelé un taxi, je suis rentrée à la maison. Mais c'était terminé la drogue, la cocaïne, non, c'était fini. Et effectivement, j'avais raté mon vol. Papa était furieux. Voilà, il criait. Je prenais le téléphone, j'écoutais de loin. Et voilà, donc finalement, il m'a envoyé de quoi prendre un billet. Et puis je suis